Bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui sur ce plateau Didier Fengetelito, ancien ministre de l'Intérieur et Sécurité de la ville-province de Kinshasa, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, merci vous-même. Ça va, nous tenons. On ne lâche rien comme on aime si bien dire. Est-ce que cette présentation vous va ou il y a quelque chose d'autre à ajouter sur elle? Non, je crois que la présentation justifie bien qui je suis actuellement. Peut-être pour vos téléspectateurs qui ne le savent pas, j'ai été bourgmestre de la commune de Kitambo pendant 10 ans, de 2008 à 2018, député provincial élu de la circonscription électorale de Kitambo. Et à partir de 2019, je suis rentré dans le gouvernement provincial en tant que ministre provincial de l'environnement, aménagement, tourisme et aussi de la décentralisation. J'ai fait l'intérim de l'intérieur avant d'y être confirmé à partir de mai 2021. Et nous avons pris pour des questions personnelles, nous avons décidé en fait de démissionner à partir du 2 mars 2023 de cette année et nous sommes rentrés au niveau de l'Assemblée provinciale. Voilà. Je suis un natif de Kitambo de par ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère sont encore en vie. Elle a totalisé 99 ans. Donc, Toza Penda, Bana ya Mangimbo. Donc, il y a solo. Obalobaka, Matembela Simandaku. Tobina Simandaku, Matembela Ndebo Tarate. Eza, Eloro Mususu. Alors, encore une fois, bienvenue dans Excellence Magazine. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Alors, en tant qu'ancien ministre provincial de l'Intérieur, comment analysez-vous la flambée des cas d'insécurité marqués surtout avec des enlèvements organisés qui font peur à la population? Vous savez, au risque de rentrer dans un domaine qui n'est pas le mien, parce que vous savez que j'ai à peine quitté ces fonctions, c'était au mois de mars, ça serait comme si en fait je jetais de l'huile chaude envers celui qui a pris ma place. Mais je le dirais comme de par le passé, il est urgent par rapport à cette loi de 2011 promulguée en 2015 qui porte organisation et fonctionnement de la police, qui dit clairement que la police, elle relève du ministère national de l'Intérieur. Et le ministre national de l'Intérieur donne le plan sécuritaire de la ville qui en fait est transmis en fait par une loi portant organisation et fonctionnement des commissariats provinciaux qui eux disposent de ce plan sécuritaire. Et sur base de ça, ils transmettent aux autorités provinciales dans le cas de financement, accompagnement, assignation et sanctions. C'est comme si, par exemple, vous êtes à la maison, votre enfant fait une bêtise, et pour le punir, vous devez vous référer à votre grand-père. C'est la première des règles. Et à un autre niveau, il y avait d'autres propositions qui avaient été faites. Vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La loi doit se prêter par rapport à la situation actuelle. On parle de Koulouna alors que le terme Koulouna n'existe pas. Nous avons affaire à un banditisme urbain d'une rare violence. Nous avons la violence juvénile, nous avons le banditisme urbain. Et nous l'avons signalé aussi, nous avons ce qu'on appelle le banditisme scolaire, où il y a des étudiants qui se livrent à des actes de vandalisme, de pillage et de bagarre, de rixes sur la voie publique. Et tout ça doit être pris en compte. Mais je crois que la voie qui a été lancée, en tout cas actuellement, de procéder à ces bouclages est une bonne chose. Mais je pense que dans le cadre de la rééducation, parce que c'est un centre pénitentiaire de rééducation, il faut les rééduquer. Et je pense que la meilleure manière de rééduquer, bon, vous savez, il faut voir avec la loi, il faut adapter cette loi. C'est vrai que ça n'engage que moi. On a aboli la peine de mort, mais je crois que la sanction doit être la plus sévère possible, les rééduquer. Et notamment, il y a des peines, comme dit, il y a des peines palliatives où vous savez, comme vous commettez une infraction, vous faites un autre exercice dans le cadre de travaux forcés ou quelque chose comme ça. Et je crois que là, il y aura Mais qu'est-ce qui empêche l'applicabilité de cette loi dans son entièreté, par exemple, ou qui retarde d'ailleurs? Écoutez, moi je n'étais que ministre provincial de l'Intérieur. On en avait parlé à l'époque avec monsieur le gouverneur, bon, qui je crois qu'il a apporté cette histoire au niveau de caucus des députés en fait élus de la ville de Kinshasa, parce que vous savez, dans un état de droit tel que voulu par le chef de l'État, vous ne pouvez pas poser un acte lorsqu'il n'y a pas un soubassement. Et cette loi, je crois que vous avez vu pendant un moment, monsieur le gouverneur à l'époque du Covid, il a voulu poser les actes, il a rappelé alors le commissaire provincial qui lui a dit non, je me réfère à ma hiérarchie. Il a dit mais la hiérarchie c'est moi. C'est vrai qu'on malheureusement on a tendance à confondre lorsque la nomination se fait par ordonnance et la fonction. Ce qui prime, c'est la fonction. L'ordonnance peut vous élever au grade soit de commissaire divisionnaire principal, c'est-à-dire au grade. Donc il y a une sorte de cacophonie. Non, il n'y a pas la cacophonie.
C'est-à-dire qu'il y a une incompréhension. Je voulais juste me justifier par rapport à ça. C'est-à-dire que l'ordonnance vous élève à un grade. Mais la fonction, le ministre vous désigne à telle fonction. Celle qui prime, c'est la fonction. Donc, c'est-à-dire que tel policier, lorsqu'il est affecté, il est mis à la disposition d'eux, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des provinces, que ce soit au niveau des administrateurs de territoire. Donc, c'est là où que ça prime. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux préfèrent se référer au niveau de leur hiérarchie parce que les textes sont très clairs à ce niveau-là. Ils disent que pour des raisons techniques, la police peut se référer à leur commissariat provincial. Donc, et à ce niveau-là, ça crée une véritable cacophonie au niveau de la compréhension et au niveau de la formation. Donc, moi, je ne peux parler que de ce que j'ai vécu par expérience lorsque j'étais à la commune et aussi en tant que ministre provincial de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qui est la base déjà de cette flambée de cas d'insécurité à Kinshasa? Ben, vous savez, on a parlé des problèmes sociaux, la démission parentale, ça c'est une réalité, et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment mettre l'accent. Mais je crois qu'aussi à ce niveau-là, la sanction doit se faire par l'adaptation des textes, on l'a dit. Mais malheureusement, je ne dis pas tous. Lorsque j'étais en fonction, on a réalisé que certains OPJ prenaient un malin plaisir à requalifier certains faits où on arrête une personne, on dit association de malfaiteurs, mais vous devez être à plusieurs. Ou bien il dit vol simple pour une personne qui a fait coup et blessure volontaire lorsqu'il arrive au niveau du parquet. Que voulez-vous que le magistrat fasse? Et vice versa. Donc ces relations, on avait ça avec monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Gombe. On commençait à harmoniser parce que sur une pile de 200 documents qui arrivaient, le traitement des dossiers était déjà flou. Et ce qui se passe, c'est que un monsieur qui était multirécidiviste, qui n'était pas mentionné, on disait que c'était juste un voleur de pain, et quand ça arrive là-bas, bon, que voulez-vous qu'il fasse exactement? Pourtant, il y a un peu moins de 6 mois, l'ampleur n'était pas comme ça. Bah, ça devient de plus en plus inquiétant. Bah, écoutez, vous savez, face à les problèmes sociaux, et je dis à cette rupture familiale, c'est pour ça que nous avons affaire à cette situation. Mais je crois que avec les mesures qui ont été prises, mais il faut continuer. Vous savez, il y a des peines de rééducation, et je crois que lorsqu'on arrête ces personnes, c'est vrai qu'il y a des audiences de flagrance, on les emmène, mais je crois que à ce niveau, je ne peux parler qu'à notre niveau, lorsqu'on nous avait discuté avec monsieur le gouverneur qui devait transmettre ça au caucus des députés, il faut qu'il y ait des peines rééducatives. Lorsqu'on arrête la personne, il y a des travaux forcés, il y a des peines compensatoires. Il faut activer cela. Parce que lorsque les personnes rentrent pour sortir, ça ne sert pas, les personnes doivent sentir cette peine-là. Mais les textes existent. D'un autre côté, le banditisme urbain a redoublé. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Bah, écoutez, là, c'est pour voir vraiment, je vous ai dit exactement ce qui n'a pas marché à ce niveau-là. Le problème commence à la base. Les problèmes sociaux étant là, la plupart des parents sont démissionnaires, et avec ce flux migratoire qui est arrivé ici dans la ville de Kinshasa depuis 97, et par rapport au plan d'urbanisation qui n'a été pas pris en compte, avec cette explosion démographique, tout ça aussi, ça porte une réponse par rapport à ça. Mais le facteur numéro 1, c'est au niveau de l'éducation, et c'est aussi au niveau de l'application des textes. C'est ça qui est important. L'éducation, c'est-à-dire au niveau des parents, ils ont échoué. Au niveau des autorités, vous aussi, vous avez échoué. Bah, écoutez, on peut dire à partir du moment lorsque vous avez des enfants et que ces enfants sortent et font ce qu'ils veulent. Je crois que vous avez vu parfois l'exemple qui s'est passé en France, où le président Macron a dit que notamment au niveau des parents, maintenant il doit avoir des peines. Certains d'entre eux doivent leur retirer l'accompagnement financier, donc il faut serrer parce que la plupart des personnes sont des mineurs. Mais je veux le dire encore une fois, la plupart des personnes, lorsqu'on a eu arrêté, c'était des mineurs, où la plupart d'entre eux n'ont pas de pièces justificatives. Et la loi est très claire. En cas d'absence de documents, c'est la minorité qui prévaut. Alors ces personnes, que dit la loi lorsque vous avez affaire à des mineurs? Ben, c'est envers son juge naturel, ou vous le remettez auprès de ses parents, ou c'est le juge naturel qui sanctionne en fait la responsabilité civile au niveau des parents. Donc ça veut dire que bon, maintenant avec cette opération qui a été faite avec l'identification des cartes avec les personnes, notamment vous avez vu que le chef de l'État a lancé avec les cartes d'identité, on saura évidemment qui est qui. Mais en termes de responsabilité, c'est vrai que les parents, je peux dire en tant que parent, quand on a affaire à de telles situations, c'est vrai qu'on a failli, la plupart ont failli. Le fait de connaître qui est qui pourrait pallier à ce problème, en partie? Bah, écoutez, madame, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que toute personne qui vient exercer la gestion de la fonction, enfin, travailler dans une entreprise publique ou gérer la chose publique, elle doit savoir qu'elle a des devoirs et non des droits. C'est ce que dit l'état de droit. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que au niveau de l'administration, ce qui est le socle même, la construction en fait de la décentralisation, parce que tout commence à la base, on avait constaté déjà que les agents qui viennent travailler au niveau de la base ne font pas leur travail.
c'est-à-dire n'identifie pas, ne vérifie pas au niveau des sanctions, n'applique pas les sanctions et ne faut pas le rapport. Alors, imaginez-vous, pensez-vous vraiment qu'une personne qui se trouve au sommet, je dis supposons par exemple que ce soit le Premier ministre ou le gouverneur, peut savoir exactement ce qui se passe dans un quartier. C'est pour ça qu'il y a ce travail à la base, on parle de décentralisation. Tout fait qui se passe à la base doit remonter en fait au niveau. Mais ceux qui sont à la base ne font pas ce travail. Ça devient maintenant un travail, le travail de valeur est renversé. C'est-à-dire nous avons le gouverneur ou le Premier ministre, ou même vous voyez que le chef de l'État est obligé de descendre jusqu'en bas. Et là, je m'arrête seulement à mon niveau, au niveau de la ville. Le gouverneur doit descendre jusqu'à la base pour savoir ce qui se passe. Alors que normalement, parce que quand on regarde même au niveau, lorsque il y a des taxes, il y a même au niveau des routes, il y a ceux qui relèvent de la compétence exclusive, soit des communes, soit partagées entre les provinces et les communes, ou soit des provinces. Alors quand par exemple il y a un rapport qui est fait journalièrement, le rapport doit prendre tout cela en compte, que ce soit en matière de coupure d'eau, que ce soit coupure de courant, que ce soit des trous dans les rues, que ce soit un tel qui est coupé. Bref, toute la vie, et ils doivent envoyer ça. Et tout ce qui ne relève pas de leur attribution, ils doivent envoyer ça au niveau de la hiérarchie. C'est fort de ces éléments, madame, que tout le monde peut intervenir. Même en termes de bouclage, personne n'est devin ici. Et même si le commissaire provincial veut lancer, par exemple, un bouclage, veut faire quelque chose, je crois qu'à leur niveau, il y a un rapport qui est fait concomitamment à partir des rues et des quartiers. Et c'est ce qui doit se passer ici, chez nous. Il suffit juste... Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour une bonne gestion de la base au sommet d'une ville à l'autre, c'est-à-dire le pays en général? Bah, écoutez, moi, je ne peux m'arrêter qu'au niveau des provinces en m'inspirant de mon exemple au niveau de la commune. Il y avait la sanction. La sanction, elle est positive comme elle est négative. Et la sanction, elle s'appuie sur les textes qui portent organisation et fonctionnement de tel service, de tel ministère et la raison pour laquelle vous êtes là. Il n'y a aucun agent, aucun chef de quartier qui arrive quelque part si cela n'est pas défini par un texte. Et le rôle du chef de quartier, c'est évidemment sous l'impulsion du bourgmestre qui doit par exemple veiller aux travaux de la salubrité, de l'environnement, etc., etc. Mais son rôle en tant que magistrat administratif, parce que ils savent tous lire. Donc ils savent qu'ils sont des magistrats administratifs et leur rôle, c'est gérer les quartiers par rapport à toutes ces tâches leur confiées par le bourgmestre, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. C'est au niveau de la base et cette sanction, elle doit être effective. Vous savez, par exemple, lorsque on dit par exemple qu'il faut reboiser 1 milliard d'arbres, vous croyez que c'est l'initiateur du projet d'1 milliard d'arbres qui doit planter? C'est les personnes qui l'accompagnent et nous, au niveau de la ville, on avait déjà pris des dispositions, comment rendre le reboisement obligatoire avec des mesures palliatives, c'est-à-dire soit avec des sanctions, avec un délai, selon la superficie que vous occupez, et aussi de protéger justement l'arbre selon que vous exercez des activités économiques en dessous, avec des taxes à payer. Bah, écoutez, au moment de lancer, on avait quitté le ministère de l'Environnement. Lorsqu'on était à l'environnement, en moins d'une année, le ministère avait déjà reboisé près de 7000 arbres. Ça, c'était rien que le ministère. Mais fort de ces textes, s'ils avaient été adoptés, vous voyez que c'est un accompagnement. Ce n'est pas celui qui lance, c'est la politique générale. Et chacun doit pouvoir avaler, faire sienne, si vous voulez, cette volonté-là pour que les choses avancent. Vous avez suivi les procès en flagrance des présumés kidnappeurs, parmi lesquels des policiers. Il y a 21 jeunes condamnés à la peine capitale, mais certains observateurs estiment que les ministères publics pouvaient encore approfondir l'enquête pour peut-être découvrir les maux qui rongent la ville au lieu de se concentrer seulement sur cet échantillon des personnes arrêtées. Qu'en pensez-vous? Je crois que vous avez une partie répondu à la question. C'est approfondir justement ces enquêtes-là. Je crois que vous avez entendu certaines personnes étant en train de crier, oui, mais ils sont sortis, ils sont là, ils vont revenir, ils vont ceci, cela. Mais le problème, c'est qu'on veut une chose et son contraire. Donc, c'est-à-dire que si on veut pousser les enquêtes, bah, faut le pousser. Je ne suis pas le ministère public. Peut-être le ministère public n'avait pas des éléments parce que le ministère public instruit à charge et à décharge aussi. Donc, c'est fort de cela. Peut-être qu'ils avaient des éléments que je n'avais pas assisté. Mais je dis seulement, lorsqu'il y a eu le bouclage, c'est que ces personnes étaient connues. Et encore une fois, le plan sécuritaire tel qu'il a été transmis au niveau de la ville, bon, je ne suis pas au courant, donc je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, mais c'est fort d'un plan sécuritaire parce que si toutes ces personnes étaient connues, on ne vient pas aujourd'hui, on ne fait pas un bouclage à Nsele ou à Kitambo ou à Bandal, etc., sans qu'on ait les pièces maîtresses, sans qu'on ait des éléments. Donc c'est fort de ces éléments qu'ils ont opéré un bouclage et ils ont des éléments. Mais je voulais juste dire, à partir du moment, parce que je sais que souvent, on veut fuir ses responsabilités. On dit, ah oui, on les a arrêtés, mais ces personnes n'ont pas de plaignants. Mais à partir du moment où on a arrêté ces personnes, elles étaient identifiées.
c'est que l'État avait déjà ses preuves. Donc on ne peut pas fuir par rapport à chaque fois utiliser ce genre de dialecte-là. Donc vous estimez? J'estime, comme je viens de le dire, à partir du moment où ces personnes sont connues des services par rapport à leur cas infractionnel, et lorsqu'on les arrête, on n'a pas besoin de demander à ce qu'il y ait des plaignants. Beaucoup de gens dénoncent aussi les dysfonctionnements de la justice. D'ailleurs, le chef de l'État l'a reconnu dernièrement. Plusieurs condamnés sont relâchés en complicité avec des magistrats peu de temps seulement après la condamnation. N'est-ce pas que le mal est profond? Vous savez, moi, je ne commenterai pas en tant que... Vous savez que le magistrat suprême de la RDC, c'est son excellent monsieur le président de la République qui a commenté. Il est mieux au courant que tout le monde. Mais je pense que à ce niveau, moi, j'ai eu à échanger avec les procureurs de la République, les procureurs généraux. Vous savez, dans toute société, vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait des canards boiteux, que ce soit même aussi chez nous au niveau des ministres, que ce soit à l'époque on était des bourgmestres, que ce soit au niveau de certains chefs de quartier. Vous ne pouvez pas parler de généralité lorsqu'il y a seulement un individu qui fait cela. Mais je pense que il va y avoir des recadrements. Bon, je ne suis pas la justice, je ne suis pas le procureur, je ne suis pas le ministère public, mais en tant qu'officier de police judiciaire à l'époque à compétence générale, c'est vrai qu'il y a quelques dysfonctionnements. Il y a certaines personnes, vous savez, qui continuent à penser que lorsque l'État n'est pas là, elles continuent à poser leurs actes et elles attendent que l'État vienne pour les saisir, mais vous savez que l'État nous survit toujours. Vous avez été dernièrement patron de la sécurité de la ville-province de Kinshasa. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face? Écoutez, les grandes difficultés, comme je vous le dis, la plus grande des difficultés, c'était par rapport à cette loi qui portait organisation et fonctionnement de la police, qui pour moi en fait était un élément essentiel qui méritait en fait d'être revu. Vous savez, je le redis encore pour pas faire de redondance, c'est que lorsqu'on parle de l'état de droit, lorsqu'on parle du droit, il faut savoir s'appuyer sur les textes et sur le droit. Et cette loi de la police ne donne pas la compétence ni à un bourgmestre ni à un gouverneur de révoquer un commissaire provincial ou un commandant SIAT. Elle peut à peine faire juste un rapport à charge qui est un rapport administratif qui soumet à sa hiérarchie, qui au pire des cas vous renvoie la même personne et du coup vous êtes affaibli. Fort de cette loi, vous pouvez directement demander des assignations, vous pouvez sanctionner parce que vous savez, la sanction ramène toujours les personnes dans le droit chemin. Et évidemment, malheureusement, en l'absence de tout ça, pour moi, c'était l'un des plus grands handicaps parce que cette loi en fait mettait parfois en conflit positif ou négatif, mais c'était un conflit, pertinent avec la police et qui vous brandissait les textes. Et quand vous avez les textes devant vous, que voulez-vous faire? Donc voilà, mais nous avons eu à faire bouger quand même des lignes. Et c'est vrai que ce problème de la criminalité, par rapport à l'époque que nous sommes, évidemment, elle bouge, elle s'adapte par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez dit que vous avez essayé vous avez pu bouger des lignes, mais de manière la plus concrète, qu'avez-vous fait de positif? Écoutez, il y a eu des mesures qui ont été prises. Je crois qu'on a accompagné au niveau de la justice. Il y a eu l'identification de ces criminels. Et vous avez vu qu'à l'époque, il y avait plusieurs bouclages. Bon, c'est vrai qu'est-ce que vous allez me poser la question, est-ce que les bouclages, oui ou non, portent leurs résultats? Je crois que évidemment, ça porte leurs résultats pendant une période donnée, à une situation donnée, à une superficie bien donnée. C'est pour ça qu'il faut continuer. Mais évidemment, je dirais la plus grande, je crois la plus grande erreur, c'est-à-dire ce n'est pas avoir activé les travaux d'intérêt généraux. Mais ça, c'est évidemment, il fallait porter les projets au niveau national pour que justement au niveau de la justice, qu'on puisse notamment pallier à cela. Parce que quand on parle de CPRK, parce que le ministère provincial de la justice peut aller voir au niveau des prisons, on est allé voir aussi, mais il faut que ces travaux soient rééducatifs. C'est pas que les mêmes personnes qui rentrent là-bas ont la même mentalité ici. Donc c'est-à-dire il y a les peines de travaux d'intérêt généraux et que ces personnes devaient faire des travaux d'intérêt généraux. Vous avez vu, il y a en matière de nettoyage, en matière de construction, ça se voit partout dans le monde et on a ces textes qui sont là, mais malheureusement ce n'est pas la disposition de la... Alors c'est que les gens n'en parlent pas, il y a aussi la milice Mobondo à la porte de Kinshasa. Cette milice avait déjà mené plusieurs attaques déjà à Maluku. Vous étiez encore en fonction, si je ne m'abuse. Kinshasa est-elle en train de s'étouffer finalement? Écoutez, à cette époque, j'avais fait l'objet
de 2 interpellations au niveau de l'Assemblée provinciale. La première portée sur l'insécurité de la ville de Kinshasa et la deuxième par rapport à cette situation qui se passait au niveau de la commune de Maluku, ça allait plus loin, Maïnomé, Kikwit, Kwamou, tout ça, etc. Nous avons apporté des éléments parce que nous avons demandé un huis clos parce que ce sont des éléments qui sont quand même assez délicats. Vous avez le gouvernement central qui est impliqué par la 14e région militaire. À l'époque, vous avez c'est-à-dire la défense nationale, vous avez la police nationale, vous avez les services spécialisés qui étaient là-dedans. Bon, dans la mesure que tout ça est encore secret défense, où on évoque certains cas, je ne vais pas m'hasarder là-dessus, mais je sais que vous avez vu qu'il y a des résultats qui sont vus et il y a des mesures qui ont été prises non seulement au niveau du provincial, mais aussi au niveau du national, parce que c'est géré pour le moment. Et vous aussi, vous avez des propositions probablement à émettre à ces sujets? Bah, écoutez, j'avais à faire des propositions lors des réunions de sécurité qui ont été portées, et c'est ça qui avait emmené justement que la 14e région et la police avaient été là-bas sur le terrain, la restauration de l'administration, la restauration de l'autorité de l'État, car lorsque ces personnes arrivaient, l'objectif c'était de chasser la population pour prendre possession de leurs terres, et notamment avec quelques actes criminels, avec des tueries posées sur des chefs coutumiers. Et c'est pour ça que les militaires se sont déployés avec la police, avec l'administration, et surtout inviter la population à vaquer librement à ses occupations. C'est facile à dire, mais il y a eu des mesures d'encadrement et la police était là. Ce qui s'était passé, bon, maintenant je crois qu'il y a un retour à l'ordre, il y a un retour quand même au calme par rapport à ça, nonobstant certaines situations où d'autres personnes veulent continuer à troubler l'ordre. Alors, un autre problème épineux de Kinshasa, c'est l'insalubrité. La ville est trop sale. Est-ce que vous le remarquez aussi, ou bien les personnes lambda qui peuvent simplement les constater? Bah, écoutez, la ville est dans un état où il faut revoir sa politique environnementale et sa politique au niveau gestion des déchets. Ça serait tellement plus facile pour moi de sortir de là, commencer à jeter la pierre. Mais je ne vais parler que de ma petite expérience pour dire ce qui avait fonctionné. On était à la commune pendant 10 ans et on a toujours fait confiance à cette politique de recyclage et de triage. On avait des centres de tri qui se trouvaient un peu par-ci par-là ici au niveau de la commune, il y en avait 4, où on forçait les pousse-pousseurs lorsqu'ils venaient à respecter ce tri. À côté, mettez le carton, les bouteilles, le plastique, parce que quand vous le regardez de manière informelle, ces matériaux sont achetés par des personnes individuelles, tout ça. Et nous, on avait fait cette politique en matière de gestion de ces déchets. Et sur 8 quartiers, on avait déjà commencé avec 3 quartiers qui opéraient déjà, qui fonctionnaient avec 2 types de sacs poubelles, c'est-à-dire produits dégradables et non dégradables. Et ça fonctionnait. Au niveau de ces décharges, on avait des trucs qui faisaient l'équivalent de 5 mètres cubes, où tout ce qui pourrissait, qui est biodégradable, on mettait là, c'était des composts qu'on revendait en fait aux mamans maraîchères. Vous allez me dire maintenant, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? On a été au ministère provincial de l'Environnement et notre politique a été celle-ci. On a continué ce débat, c'est-à-dire l'objectif c'était de construire des centres de tri pour permettre justement à ces pousse-pousseurs de continuer cette politique qu'on avait déjà commencé au niveau de la commune. Parce que la politique, enfin l'activité que font les pousse-pousseurs chaque mois, ça représente un manque à gagner de l'ordre entre 5 et 7 millions de dollars à la ville parce qu'ils ne sont pas organisés, la manière à laquelle ils déversent, ceux qu'ils prennent pas encadrés. Donc c'est pour ça représente cette perte-là. Et on avait commencé à les mettre ensemble sous forme en fait d'une association pour qu'on puisse parler à une seule personne, orienter en fait leurs déchets. Autre chose aussi, on a mis en rôle la politique en matière de préservation, c'est-à-dire de notre écosystème avec le reboisement, rendant cela obligatoire. Malheureusement, on n'a pas pu porter cela à notre terme. On a dû abandonner le ministère provincial de l'Environnement. Vous êtes aussi impliqué dans l'assainissement à travers le projet Kilbopeto, mais le visage de Kinshasa s'est détérioré davantage. Comment comprendre ça? Ouais, là, je vous ai dit, j'ai quitté le gouvernement depuis le mois de mars. Oui. Vous voulez parler de ma période lorsque j'étais là au niveau du Évidemment. Vous savez, il y a eu l'environnement et il y a eu l'intérieur. On avait mis ces mécanismes au niveau des chefs de quartier. C'est-à-dire que le rapport devait venir du bas vers le haut. Donc, c'est-à-dire chaque chef de quartier devait, à son niveau, identifier tous les problèmes, les faits infractionnels qu'il trouvait à son niveau et directement les faire monter en fait au niveau des bourgmestres. C'est pour ça que les bourgmestres avaient été formés dans la fonction de OPJ, parce que les bourgmestres, de par leur nomination, sont déjà des OPJ à compétence générale. Mais pour exercer cette fonction, ils doivent prêter serment devant Monsieur le procureur de la République, ce qui a été fait. Et donc c'est eux maintenant qui devaient connaître les infractions, les rechercher et maintenant les sanctionner ou les déférer auprès des cours et tribunaux. Malheureusement, ça n'a pas eu le résultat escompté.
Et c'est pour ça que nous avons proposé encore des sanctions envers les personnes qui ne respectaient pas ou qui n'exécutaient pas ces instructions. Et je le redis et le redis encore une fois, la seule chose qui fait que les choses ne fonctionnent pas, c'est la sanction et c'est l'application des textes. Je cite en exemple, vous avez par exemple l'édit 003 du 9 septembre 2013 portant, ce sont les mesures portant assainissement et protection de l'environnement de la ville de Kinshasa, qui ont aussi toute une panoplie de ce qu'il ne faut pas faire. Vous ne pouvez pas vendre par terre, vous ne pouvez pas exercer une activité à moins de 10 mètres, vous ne pouvez pas jeter vos immondices dans les cours d'eau, vous ne pouvez pas construire sans plan d'aménagement, vous ne pouvez pas jeter vos immondices sur la voie publique, vous ne pouvez pas obstruer la voie publique, etc., etc. Faute de vous de le faire, les amendes vont jusqu'à 50 millions de francs congolais. Mais à ce niveau, est-ce que c'est le travail du gouverneur ou du chef de l'État, ou du Premier ministre ou du chef de l'État de sanctionner à ce niveau-là? C'est que nous avons un véritable problème à la base, et il faut sanctionner à la base. Et je pense qu'à ce niveau-là, lorsque l'impulsion sera donnée, les résultats seront là. Est-il encore possible de rendre la ville de Kinshasa plus salubre? Oui, avec la volonté, madame. Les mesures sont là, les textes. Je peux vous rassurer que nous avons l'un des plus beaux textes qui existent en matière d'édit 003. Mais là où en fait... Et l'application. Là, vous savez, le gouverneur, par exemple, agit par voie d'arrêté. Le bourgmestre, jusqu'à ce qu'il soit élu, c'est par voie de décision. Vous savez, c'est pour ça que lorsqu'on voit dans les textes, et là je le redirai jamais assez, beaucoup de personnes arrivent à s'échapper, à passer entre les mailles du filet ils sont par exemple amenés au niveau des cours et des tribunaux. On dit oui mais non, mais le bourgmestre n'a pas pris de décision ou le gouverneur n'a pas pris d'arrêté. C'est vrai, c'est pour ça que lorsqu'on voit une mesure qui est prise, on dit vu cela, vu ceci, vu cela, on prend la loi la plus dure jusqu'à la plus faible, on peut commencer par la constitution jusqu'à l'arrêté. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouverneur ou le bourgmestre, fort des textes qui ont été pris par le gouverneur par voie d'arrêté, lui, il termine par décide, il prend une décision. Lorsque ce n'est pas fait, comment voulez-vous que cela soit opposable à tout le monde? C'est à partir de ce niveau-là. Donc il y a un problème sérieux. Je dis il y a un problème sérieux au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau de la fondation, que c'est au niveau des chefs de quartier et que ce soit au niveau des communes aussi. Le bourgmestre, c'est une autorité investie du pouvoir réglementaire général et de police. Ça veut dire qu'il peut prendre des mesures et les faire sanctionner. Les ministres provinciaux, eux, ce sont des mesures de police ou bien spécifiques dans le domaine dans lequel ils sont. Donc ils peuvent pas prendre des textes. Vous avez le bourgmestre, vous avez le gouverneur, vous avez le premier ministre et j'en passe. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'ils doivent prendre ces mesures et ils doivent sanctionner. Et la politique en matière communicationnelle se passe à la base. Lorsque les mesures sont prises au niveau de la haute hiérarchie, elles doivent être évidemment communiquées parce que nous habitons tous dans une rue qui fait partie d'un quartier, qui est dans une commune, dans une province et qui est évidemment dans un état bien précis. Et pas l'inverse, à moins que vous arriviez à construire des maisons en commençant par la toiture. Mais là, je vous souhaite bonne chance. Alors, Kinshasa a célébré ses 100 ans d'existence en début juillet dernier. Le 1er juillet 1923, exactement. Justement. Alors, un siècle après, quelles remarques avez-vous pour redorer la ville de Kinshasa? Vous savez, on a eu assisté, accompagné un ami à moi qui est dans l'ASBL des Quinois, Bob Amiso, qui a justement commencé à célébrer un peu ses 100 ans en invitant un peu différents acteurs de la vie politique et aussi qui ont eu des intellectuels. Et je crois qu'il y a eu le professeur Joly qui était là aussi, il y a des urbanistiques, il y a d'autres personnes, des personnes qui œuvrent dans l'environnement pour voir comment repenser. Mais vous savez, je dirais, repenser la ville de Kinshasa, elle avait déjà été revue par le SOSAC. Le SOSAC, c'est une loi provinciale, c'est l'édit qui a été prise en fait en 2014, moi je m'amuse, et qui malheureusement en fait va terminer à partir de 2035, 2030 ou 2035, et qui prévoyait en fait une autre ville de Kinshasa, son extension au niveau partie nord, et qui prévoyait tout cela. Mais malheureusement, elle est adoptée par la loi provinciale, mais n'est pas mise en application. Donc elle prévoit cette ville au niveau du nord, que ce soit au niveau de sa population, etc., etc. Pourquoi je dis cela? Parce que là aussi, ça peut expliquer les problèmes criminels que nous avons ici, parce que nous avons à peu près 80% de la population qui vit dans 30% de la superficie de la ville de Kinshasa. Les 70 autres pourcents sont pratiquement vides. C'est-à-dire la commune de Maluku, qui à elle seule fait 7912 km². Quand vous regardez la superficie de la ville de Kinshasa, c'est 9965 km². Donc, vous faites 9965 moins 7912. Et cette portion-là, vous avez 80% de la population qui vit là. Et ils viennent s'installer, ils exercent leurs activités, ils viennent élire domicile, ils invitent les leurs, on met les courants,
on fait des raccordements évidemment avec de l'eau. Alors évidemment. On met des institutions aussi là-bas, par exemple? Oui, non, mais le SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, le SOSAC prévoyait cela. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'emmener, que ce soit les ambassades, que ce soit les bâtiments administratifs et autres, à s'étendre, aller du côté est, du pôle nord. Parce que on suit là où se trouvent les décisions. Les gens viennent évidemment à la Gombe, parce que c'est là où se trouvent les sièges des institutions. Gombe, chaque jour, subit une pression facilement de 2 à 3 millions de personnes. Donc c'est pour ça que vous avez des personnes qui n'ont rien à faire. Donc c'est pour ça que vous expliquez un peu tout ce pour tout. Vous avez Nganima, vous avez Kintambo, vous avez Lingwala, vous avez Barumbu, vous avez Kinshasa. C'est là en fait s'exerce cette pression, et c'est là en fait que justement se répertorier le plus grand nombre de cas de criminels, parce que ces personnes viennent opérer ici et elles rentrent dans leur commune. Dans notre politique, c'était évidemment, la police doit être permanente, elle doit identifier toutes ces personnes. Mais là, évidemment, ça veut dire plus de moyens. Mais le SOSAC apportait déjà une réponse dans son application, mais malheureusement, elle n'est pas appliquée. Et vous souhaiterez que ça soit appliqué très rapidement? Écoutez, là, je suis rentré au niveau de l'Assemblée provinciale, j'ai remis encore l'action là-dessus, j'ai dit qu'est-ce que nous attendons? C'est une loi qui existe, et bon, c'est vrai que beaucoup se cachent derrière parce que ce sont des fonds, ça demande à peu près 4,8 milliards de dollars, il faut les mobiliser, mais je pense que cela, il va de la survie de la capitale de la ville de Kinshasa, parce que Kinshasa étant évidemment la tête, étant la capitale, va évidemment donner un boost positif aux autres provinces, et c'est important et c'est capital. Alors, vous suivez l'actualité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le président Godin Poya a été destitué, notamment pour abus du pouvoir. Votre opinion? Écoutez, je n'ai pas vraiment d'opinion à dire là-dessus, dans la mesure où cela a fait l'objet de débats houleux, des débats qui se fondaient sur le droit administratif, sur les lois, sur les textes et les compétences de tout un chacun. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que la plénière s'est prononcée. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux dire que cela parce que c'est là où s'arrête mon immunité. Donc les débats sont faits au niveau de l'Assemblée provinciale. Et je crois que vous avez suivi comme moi. Et voilà, la plénière a décidé. Et je sais qu'il y a un intérimaire. C'est l'honorable Chibalabala, qui est le président intérimaire, qui continue justement à travailler. Donc l'Assemblée continue de travailler. Alors, je vous ai présenté aujourd'hui comme ancien ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Est-ce que vous l'avez fait? C'est-à-dire le départ de ces postes-là a été fait consciemment ou c'est parti d'un fait que nous ignorons? Pour des raisons personnelles. J'ai fait pour des raisons personnelles, j'ai décidé. Quand j'ai estimé que mon temps était venu, voilà, c'est comme ça que je suis parti. Est-ce que vous avez d'autres ambitions maintenant? Mais vous savez, madame, la vie de tout homme est faite d'ambition. Lorsque l'on vient au monde, un enfant a des ambitions de pouvoir marcher. Il a des ambitions d'être premier de la classe. Il a des ambitions, etc. On a des ambitions d'assainir. On a des ambitions d'être le plus grand dans sa famille. On a des ambitions d'être le plus beau, etc., etc. Donc la vie de tout homme et de toute femme sur cette terre est marquée d'ambition. Et je crois que j'étais pendant un moment célibataire. J'ai ambitionné à me marier, à fonder un foyer. Bon, d'autres personnes n'ont pas cette ambition. Ils se disent, voilà, je préfère avoir une femme à côté et ne pas vouloir se marier, et donc ne pas s'engager. Donc l'ambition, c'est l'engagement. Et je pense que, pour des raisons personnelles, lorsque j'ai décidé... C'est peut-être en interne, rien n'est marché. Rien n'est marché encore vous? J'avais d'autres ambitions et je crois que je suis parti en bon terme avec le gouvernement, voilà. Vous êtes aussi cadre du l'UNC. Comment, à votre niveau, c'est-à-dire au niveau du parti, vous vous préparez pour les élections? Écoutez, la ligne au niveau de l'UNC, elle est très claire. Nous prenons évidemment, nous voulons mettre l'homme au centre de tout, c'est-à-dire la politique de l'homme au centre de tout. Et vous savez, au niveau de l'UNC, c'est très clair. C'est-à-dire nous avons des devoirs et non des droits. C'est comme ça qu'on insuffle une nouvelle dynamique au niveau du parti. Et la manière à laquelle je me prépare, écoutez, j'ai été bourgmestre ici, j'échange avec les personnes, je fais passer ce message, je fais mieux comprendre les gens la politique du parti, je les fais mieux comprendre le président Vital Kamerhe, même si je n'ai pas grand-chose à dire puisque les gens le connaissent depuis 90-93, il était à Afro-Gémeaux, c'est un monstre de la politique qui est connu de tout le monde, n'en déplaise à certains détracteurs qui veulent retenir seulement les aspects négatifs, et à ceux-là je leur oppose la situation de l'ancien président Lula du Brésil. Donc, et je le redirai jamais assez, la seule manière qu'a un tribunal pour présenter ses excuses, c'est de vous acquitter.
Il a été acquitté, pas gracié. Et je crois que pour retravailler auprès du chef de l'État, si vous devez avoir sa confiance, et il a la confiance du chef de l'État qui lui-même l'avait dit, et à aucun moment vous n'avez vu le chef de l'État interférer dans cette procédure judiciaire. Et la suite nous a donné raison. Il est près de son excellence Monsieur le Président de la République. Et en tant que membre de l'Union sacrée et membre de l'UNC, nous allons continuer à œuvrer pour le développement, je veux dire, de chacun de nos rues, de nos quartiers et de notre province. Et à votre niveau, un autre mandat électif est envisageable? Écoutez, madame, je vous ai parlé d'ambition, on a toujours des ambitions. L'objectif, c'est de garder mon siège en tant que député provincial de la circonscription électorale de Kintambo. Et je me présenterai aussi au niveau national. Pourquoi? Et pourquoi j'étais allé au provincial? J'étais à la commune. J'ai vu qu'au niveau des textes réglementaires, au niveau des communes, cela se faisait en fait au niveau des provinces, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous sommes allés là-bas, nous avons présenté certains textes. Malheureusement, certains sont encore en chantier, notamment dans le cas des nuisances sonores, que ce soit aussi au niveau de l'environnement, parce que en matière de nuisances sonores, on s'est retrouvé buté au problème de l'interprétation des nuisances sonores, parce que vous avez ce qu'on appelle les nuisances sonores publiques et privées. Évidemment, nous avons adapté cela, nous avons procédé à certains bouleversements de certains textes, mais malheureusement, nous avons acquitté le gouvernement. Maintenant, nous sommes à l'Assemblée, nous allons représenter ces projets d'édits qui vont porter modification de l'édit 005 et l'édit 003. Et fort de cela, nous constatons que malgré cela, il y a quand même certains textes qui doivent être modifiés, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la police, des commissariats provinciaux, même en matière des baux à loyer, parce que vous savez que vous pouvez être propriétaire d'une maison, mais lorsque vous avez un locataire qui est là, ou vice versa, le locataire par moment il se retrouve à plus de droits que vous le propriétaire, ou même le locataire vous retrouve dans certaines situations. Il y a tellement de choses, parce que le législateur c'est au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est pour ça que nous voulons aller au niveau de l'Assemblée provinciale pour proposer ces textes pour qu'ils puissent être modifiés. Voilà. Donc voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Excellence Magazine. Vous allez passer votre message, mais seulement en une de langue nationale. Voilà, merci Mingindenge Bolandi Bisso. Nakanisi Boebi que naza candidat député provincial na Kitambo, puis aussi au niveau national. Parce que Nakanisi Moussale Belé, il faut que ça la masusu na province na Bisso, puis na niveau national, na niveau ya texte, puis na niveau ya développement na Bisso. Et Belé salami, mais Belé zasu yako salama. Ni na lubara pona kusuki ça, faisons de nos rêves de priorité. Et nakanisi que beaucoup ko sala biso confiance parce que pas na biso développement ekobanda na Kitambo pe na Lukunga. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, madame. Ce numéro d'Excellence Magazine est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.